Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre. Ce soir, je suis avec Kurt. Bonsoir Kurt. Bonsoir Vanille. Hey. Waouh. Oula, ça m'a déconcentré. Kurt qui est le propriétaire du podcast Obscurum. Obscurum, c'est un podcast qui parle d'étranges, de phénomènes paranormaux, de true crime et qui a un rythme de croisière de 4 épisodes tous les 2 ans. Ok, super. Ce soir, je vais te parler du manuscrit de Voynich. C'est un livre très mystérieux. Personne ne sait qui l'a écrit, quand, ni où, ni ce qu'il raconte à l'intérieur. Tu connais, bien évidemment, je pense. Oui. Mais alors, très succinctement, c'est une histoire que j'ai entendue plein de fois dans des vidéos ou dans des podcasts, mais ça va jamais très loin. Du coup, j'ai hâte d'avoir ta version parce que toi, je sais que tu bosses beaucoup sur tes sujets. Écoute, ça va aller très loin. Et j'ai même une nouvelle théorie. Donc, de moi-même, hein, attention, je parle pas genre, j'ai trouvé une nouvelle théorie en ligne. Non, j'ai créé une nouvelle théorie. Tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au mystère, je pense que vous connaissez déjà le manuscrit de Voynich. C'est un vieux mystère qui date de, on va voir de quand ça date de très très longtemps. Moi, ça fait plusieurs années que je le connais. Avant même que je lance le podcast, je le connaissais. Mais ça m'intrigue toujours autant. Donc ce soir, on va vraiment raconter toute son histoire. Peut-être que j'ai oublié quelque chose parce que de ce que j'ai vu, il y a encore d'autres pistes à creuser, mais je pense que là, l'épisode, il va faire une bonne heure. Donc, on va se calmer et puis rester à la fin pour la nouvelle théorie. Ah oui, je tiens à préciser aussi que cet épisode, que vous écoutez peut-être en podcast, est disponible sur YouTube. Donc, bonsoir les gens de YouTube ou bonsoir les gens du podcast. Mais je vous laisse 5 secondes pour switcher vers YouTube si vous voulez voir nos têtes. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'ailleurs, j'en profite parce que du coup, les gens qui nous regardent sur YouTube, mettez dans les commentaires si ça vous gêne que je regarde pas droit dans la caméra comme Vanille. Ça me gêne. Parce que ça se trouve, l'angle va vous donner la chair. Toi, ça gêne, toi? Non, ça va. Mais parce que si tu regardes... Mais si ça te gêne, tu me dis. En fait, je regarde ton retour à toi. Ah, d'accord. Mais c'est juste que la caméra, elle est dans un angle un peu particulier parce que je sais plus qui m'a dit que j'étais pas beau de face. Oh là là. Si ça te dit, si ça dit à tout le monde, de toute façon, vous n'avez pas le choix. On va faire comme si on venait de trouver le livre dans une brocante. Et on va essayer de deviner un peu son époque en fonction de ce que je vous dis. Et on va essayer de déduire ce qu'il peut bien contenir au fur et à mesure qu'on l'examine. Pour ensuite finir sur les théories les plus probables de ce qu'est en réalité le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, c'est un livre de 240 pages. Il est relié et il est rédigé sur du vélin. À savoir que le vélin est apparemment fabriqué à partir de peau de veau mort-né. C'est très précis. Vu l'apparence du livre, on se dit tout de suite qu'il doit être très vieux. Et quand on regarde les inscriptions qu'il y a dedans, je pense qu'on peut tous estimer à peu près que le livre date du Moyen-Âge. C'est très médiéval. On est d'accord que ça fait très médiéval. Moyen-Âge, médiéval... Je pense que c'est la même chose, n'attrapez pas ma veste si c'est pas le cas. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans les livres du XIVe siècle, comme par exemple ce livre qui date de 1375. C'est à peu près la même vibes. Qui est magnifique, hein. Oui, celui-là, il est très beau. Donc le livre de Voynich est rédigé sur de la peau animale, de la peau de veau, qui était un matériau beaucoup retrouvé sur les livres vers la fin du Moyen-Âge pour faire office de papier et de couverture. Mais je me suis renseignée. C'était quand même un matériau rare et coûteux et utilisé pour fabriquer les reliures de livres de luxe. Il y a des livres qui ont été fabriqués en cuir humain aussi. Ah oui. Mais ça, c'était au 19e siècle. Ouais, c'est peut-être plus tardif. J'avoue, je suis pas sûr, mais je sais que j'ai acheté un ouvrage qui parle des livres les plus fous. Les plus bizarres, et parmi ces livres, il y a un chapitre qui est consacré vraiment aux livres. Souvent, c'est des livres d'anatomie d'ailleurs, pas systématiquement, mais assez souvent. Et c'est des bouquins qui sont reliés en peau humaine. C'est vraiment chelou. Je les ai vus. J'ai vu beaucoup de livres comme ça quand je faisais mes recherches, parce que j'avais déjà parlé de l'affaire Burke, tu sais, Burke et je sais plus l'autre nom, les deux Écossais ou Anglais qui
qui récupéraient des corps pour les vendre aux médecins, etc. Et bref, ils ont fait de leur peau, après leur pendaison, ils ont fait de leur peau des livres. Voilà, pour raconter l'affaire en plus. Donc c'est vraiment trop drôle. Enfin, moi je trouve ça drôle. Oui, ça l'est. De base, le manuscrit comptait 272 pages, mais il semble qu'il en manque. Je sais pas pourquoi, mais il y a des sauts dans la numérotation des pages. Il mesure 23 cm sur 16 cm et mais moi je pensais qu'il était beaucoup plus grand parce que tu sais manuscrit de Voynich, je pensais qu'il était énorme le truc, tu vois. Mais non, en fait, il est assez petit. Là, si j'ai une règle. Peut-être que le velin est tellement cher qu'il pouvait pas se permettre de faire une énorme relure. Il fait la taille de ma tête. C'est pas très grand. Hein. Sur 16 cm. Ouais, il fait littéralement ma tête. Voilà, ça c'est le manuscrit de Voynich. C'est presque un poche en fait. À l'intérieur se trouve du texte et des illustrations assez particulières et surtout uniques. C'est le seul manuscrit au monde où on trouve ces textes et ces illustrations. Et le truc, c'est que personne n'est en mesure de comprendre ce qu'il y a écrit dedans. L'alphabet utilisé est inconnu de tous ceux qu'on utilise ou qu'on a utilisés sur cette terre. Les illustrations sont très bizarres. Elles représentent des végétaux qui n'existent pas non plus sur Terre. Et il y a des représentations d'humains très étranges, faisant des choses très bizarres. Je suis vague pour l'instant, mais vous allez voir de vos yeux tout à l'heure quand je vous montrerai les images et on va en parler dans les détails tout de suite. Let's go. Bien que de prime abord, on ne comprenne pas ce qu'il se passe dans le livre, il semble avoir une structure bien organisée. Il y a dedans plusieurs sections différentes. On y trouve un chapitre réservé aux végétaux, donc une sorte d'herbier, qui est la plus grosse section du livre. Donc, comme je l'ai dit, il y a des illustrations de plantes d'espèces inconnues qui sont dessinées puis peintes à la main, mais un peu à l'arrache. Je dirais pas que c'est pas bien fait, mais c'est pas bien fait. On sent que c'est pas trop un dessinateur, quoi. Tu vois? On dirait vraiment les subreddits de tatouages ratés un peu. Mais moi je trouve ça un peu élégant quand même, mais c'est pas. Oui, effectivement, quand tu regardes les fleurs, les c'est plantes le charme de l'ancien. vertes là, ouais, il y a ce charme, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est crayonné par un enfant, ouais. C'est ça. J'allais le dire justement qu'il y a beaucoup de gens qui comparent les dessins du manuscrit à ceux d'un enfant de 5 ans. Moi perso, j'ai pas envie de faire de comparaison, chacun son niveau, mais c'est vrai que le livre il est pas rédigé avec le plus grand des soins si on le compare. Par exemple, avec le livre que je t'ai montré tout à l'heure, daté du Moyen-Âge, qui daterait de la même époque, parce qu'ils sont assez similaires, ceux-ci sont très détaillés, très appliqués, comparés aux manuscrits de Voynich. Après, je trouve quand même qu'ils ont une manière très particulière de dessiner certains végétaux et certains humains, même dans les manuscrits qui sont ultra bien faits. Je sais pas si tu as déjà vu passer des images où des fois tu vois des chats avec des têtes trop bizarres de l'époque médiévale. Genre, ils arrivent à tout faire, sauf un chat. Genre, ils leur mettent une tête d'humain dessus. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas non plus trop les saucer. Ouais. Mais c'est vrai que le livre que tu as montré tout à l'heure, il est très beau. Mais tu vois, il y a quand même des trucs qui se ressemblent vachement dans les deux types d'illustrations, en fait. Enfin, qui permet de les situer plus ou moins... Alors, tu me diras si je me trompe ou pas, mais à la même époque. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas. Et peut-être que le manuscrit de Voynich, en fait, il copie un peu ce style. En fait, c'est ça que je voulais qu'on fasse, c'est que on va y aller petit à petit. Et là, du coup, visuellement, on voit qu'il est vieux. On voit que les dessins, ils sont à peu près... Enfin, ils ont une esthétique médiévale. Donc, pour l'instant, nous deux, on est d'accord que ça appartiendrait à un livre médiéval, en fait. Voilà, enfin, un livre de l'époque médiévale. Dans l'herbier, toutes les espèces dessinées sont totalement inconnues. Vraiment toutes. Des fois, on se dit « Oh, mais ça, je connais, c'est des radis. » Non. Au-dessus de la plante, ça continue et il nous dessine le truc le plus absurde et compliqué qu'il a pu imaginer. Il y a des dents. Ouais, il y a des dents. C'est un fruit du dragon avec des dents, on dirait. J'ai remarqué que les plantes, elles ont des particularités esthétiques qui reviennent souvent. Genre, par exemple, elle dessine souvent des racines, puis un espèce de mini-tronc duquel part plusieurs branches. Et ça, c'est la base de la plante. Ce que j'ai trouvé très bizarre, parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche sur Terre en botanique. Donc, c'est très bizarre. Et pourtant, ça revient sur beaucoup de pages. Alors après, je sais pas si la base, le tronc, comme j'ai dit, c'est peut-être la terre. Il nous fait une coupe de la terre et en dessous, il nous montre que c'est les racines, tu vois. Ou est-ce que c'est la plante en elle-même? Oui, moi je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah. Parce que, attends, j'ai d'autres exemples
Parce que la base des plantes, on dirait presque des oignons nouveaux ou un genre de truc comme ça. Tu vois, c'est un peu. Moi, je pense que c'est un plan de coupe, ouais, effectivement, où en fait, ce que tu désignes comme un tronc, c'est finalement c'est de la terre et en dessous c'est les racines. Mais si c'est le cas, c'est pas clair en vrai. Mais quand même, regarde par exemple celui-là. Là, on peut pas trop dire que c'est un plan de coupe du coup. Ah non. C'est très chelou. C'est très très chelou. Où tu peux voir aussi, ce que je trouve que c'est le plus perturbant, c'est que il y a des plantes où il y a des visages dans les racines. Pas ce qui se passe à ce niveau-là, mais il se passe quelque chose. C'est très Teletubbies. Ouais, il y a des racines en virus du sida aussi. Oui, aussi. C'est trop bizarre. On note aussi que les illustrations sont toutes sommairement peintes à la main avec très peu de couleurs. Il y a du marron, du rouge, du vert, du bleu et du jaune. C'est à peu près tout. Pas de doré, il n'y a pas de, tu vois, comme l'autre livre médiéval. Donc c'est vraiment fait à l'arrache. Et ce qui est quand même convaincant dans tous ces dessins, c'est qu'il y a une cohérence esthétique. Toutes les plantes, ça a vraiment l'air d'être la même espèce, tu vois ce que je veux dire, de végétaux, mais qui appartiennent à une autre planète ou je sais pas, à son imagination. Mais il y a de l'harmonie dans le truc, tu vois. Donc c'est ça qui fait que c'est convaincant dans ce livre. Donc voilà, ça c'est pour la partie herbier. Ensuite, on a un chapitre astronomie et astrologie. Mais vraiment, je tiens à vous dire que dans le livre, je l'ai lu page par page. Enfin, je l'ai lu. Je l'ai feuilleté. Il n'y a aucun prologue, aucun préambule à aucun des chapitres, en fait. Ça passe direct de l'herbier à la partie astrologie. Et pourtant, si tu as le budget d'acheter de la peau de veau mort-né pour écrire un livre, pourquoi t'es pas plus appliqué que ça, en sachant qu'il a quand même écrit 272 pages de base, donc je sais pas. En tout cas, il y a des chapitres. Il y a aucune explication pour le lecteur, on pense, parce qu'il y a quand même de gros paragraphes qui commencent à s'installer à partir du chapitre astronomie et astrologie. Donc ça, c'est la première page écrite, je crois, de la section astronomie. Et j'aimerais trop savoir ce qu'il y a écrit. Franchement, c'est annoté et tout. Enfin, je sais pas. Bref. Et même le truc en bas de page, là, c'est quoi? Genre, il a dit... Ouais, c'est bizarre. Enfin, genre, il ou elle s'est dit, il faut absolument que je rajoute ça dans le coin. C'est super important, surtout. Allongez-vous sur le dos. Touchez-vous le bide avec une boîte de conserve. Mais oui, mais en plus, on dirait que le gars nous regarde à travers le livre en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Aidez-moi. Donc, dans la partie astrologie, soudain, les pages peuvent se déplier pour être plus large carrément, donc c'est ce que tu vois sur la photo où t'as un grand carré qui sort du livre carrément parce qu'il en a fait, il ou elle, a étalé ses cartes en fait célestes sur tout le truc. Les pages elles comportent des diagrammes, des ronds avec des infos sur les étoiles, on dirait, cartes célestes, des cartes de constellations, des cartes de soleil, de lune, et ça colle pas du tout apparemment à ce qu'on a comme connaissance astrologique aujourd'hui. Enfin, dans le domaine, en tout cas, ce domaine-là. Par contre, à un moment, il y a aussi des dessins de différents signes du zodiaque, qui sont quasi comme on les connaît, taureau, gémeaux, etc. Mais les experts disent qu'il y a quand même des différences. Alors moi, je ne saurais pas les voir, mais apparemment, il y avait des différences. Enfin voilà, t'as un peu les signes du zodiaque, quoi. Donc on sait pas ce qui se passe sur ces pages astrologiques, mais voilà. Donc là, on va un petit peu dans les détails, mais bon, je pense qu'il nous faut un max d'infos pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Ou pas. D'ailleurs, vous pouvez aller voir vous-même pendant cet épisode. Le manuscrit a été scanné. Je vous mets le lien pour le lire page par page si ça vous intéresse. C'est trop bien ça. Il y a une femme avec une couronne même sur un des... Je crois que sur le rond que je t'ai envoyé, il y a une femme avec une couronne. Bref, il y a une femme avec une couronne, mais vraiment une couronne royale. Tu sais, une des femmes nues, elle a une couronne. Voilà, donc... il y a quand même cet aspect monarchique, royaliste. J'invente des mots. Ouais. Non, mais les deux marchent en vrai. Hein. Macronique. Waouh. Certains théorisent que ce pourrait être un livre sur la santé des femmes de l'époque. Mais en même temps, est-ce que les femmes faisaient ça à l'époque médiévale? Être dans des pots toutes nues, toutes ensemble, et avec la reine compris à poil, je sais pas. Prochaine section est encore plus fantaisiste. Là, c'était vraiment... soft. Ouais, voilà, soft, je cherchais ce mot. C'est la section dite biologique. Encore une fois, on voit beaucoup de femmes nues, souvent enceintes, et représentées dans des petites scénettes en train de se baigner nues, tout ensemble, dans des grosses piscines de liquide verdâtre. Des piscines interconnectées par des conduits chelous. Vraiment, je sais pas. Je vous mets les images parce que c'est
une plomberie des zinzins de l'espace. On n'y comprend absolument rien. Enfin, moi, perso, j'y comprends rien. Je sais pas si vous faites ça chez vous, mais moi pas. Et pourtant, il y a beaucoup de textes autour de ces illustrations, comme si c'est normal et ça se passe tous les jours. Mais on sait pas ce qui s'y dit. Et ça n'en finit pas. Il y a une 20aine de pages où les femmes vont de tube en tube. Je sais pas toi ce que t'en dis de ces illustrations-là. Moi, je n'y comprends rien. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, c'est bizarre. Après, il y a une imagerie aussi. Enfin, je sais pas si ça correspond à quelque chose. En vrai, moi, ça me paraît pas plus farfelu que d'autres illustrations de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que tu comprends pas trop le fonctionnement des. On dirait qu'il y a au plafond, il y a un lustre qui distribue de l'eau, mais après l'eau elle est verte. C'est un peu bizarre. On dirait un bain public, mais genre vraiment dessiné par quelqu'un qui a pris du crack. On dirait une fontaine. Et en même temps, on dirait aussi un peu une plante, tu vois, les plantes qu'il illustrait tout à l'heure, en haut notamment. Oui, c'est vrai qu'il y a des plantes dessus. Ouais, c'est chelou un peu. Peut-être que c'est un arbre qui a été taillé. Possible. On dirait un peu un gros intestin aussi. Pour finir, on a une section pharmaceutique. On nous dessine plein de feuilles de plantes diverses, qui sont peut-être des plantes médicinales, des racines. On voit aussi des pots décorés sur les côtés qui ressemblent à des pots d'apothicaire. Donc, peut-être que ce serait des soins, des remèdes, des concoctions, des potions, je sais pas. Il y a plein de racines aussi. Ouais, des racines, des tubercules, ce genre de choses. Et puis après, juste après, t'as une section recettes. Plein de pages de longs textes qui commencent tous avec des petites étoiles à chaque côté à chaque ligne sur le côté. Ou alors peut-être que c'est des notes, les notes de fin de livre, des recommandations, je ne sais pas. Donc voilà, donc jusque-là, toi, moi et tous nos auditeurs et auditrices sont dans le flou, n'est-ce pas? C'est très mystique comme livre. T'as des théories, toi, jusque-là, ou pas? Non, mais c'est vrai que je me rends compte que autant les dessins peuvent, et encore, ça dépend vraiment des sections du bouquin. Les plantes font très dessin d'enfants. Je trouve que la partie zodiacale, enfin astrologique, pardon, je la trouve assez classe en vrai. Je trouve que les traits sont fins, c'est pas, tu vois, des cercles dessinés à la va-vite. Je trouve que c'est assez clair et ce que je trouve aussi de particulièrement bluffant, c'est l'écriture, donc qui pourrait passer pour une écriture basique en fait, si ce n'est qu'elle veut rien dire. Enfin, en tout cas. On l'a pas encore décodé, en tout cas pas là au moment où je te parle. Si ça se trouve, tu vas me dire à la fin que c'est le cas. Mais on dirait vraiment un alphabet. C'est super précis, c'est très bien écrit, je trouve. Oui, ça par contre, c'est bien écrit, ouais. Ça contredit un peu ma théorie selon laquelle ça pourrait être un enfant, d'autant que je sais pas s'il y avait beaucoup d'enfants de l'époque qui étaient lettrés et qui savaient écrire, tu vois, ou qui savaient imiter une écriture. Je viens de me rendre compte là, peut-être que les femmes étaient peut-être moins lettrées. Enfin, je sais pas. Peut-être les aristocrates, les gens de la, tu sais, les gens de la cour. Enfin, de la cour, ça veut rien. Enfin, si, de la cour. C'était les cours encore. En fait, je pense que pour déterminer qui était susceptible de lire, d'écrire, pardon, il faudrait juste savoir à quelle époque ça appartient. Et vu que pour l'instant c'est pas le cas, on peut pas tirer de conclusion. Ça se trouve, c'est un canular qui date de 1989, tu vois. Bon, je pense pas, c'est plus ancien, mais tu m'as compris. Ah, ok, bon. Mais c'est vrai que si on se base sur cette période, période médiévale, en fait, effectivement, l'écriture, et notamment le fait de faire des livres, de les relier, de les écrire, de les illustrer, c'est un art qui appartient à une toute petite partie de la population. C'est un art qui est pas accessible à tous, en fait. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit il y avait que les moines qui écrivaient des livres au Moyen-Âge. J'aurais dit ça aussi. Je vais vous parler maintenant de son origine présumée et ensuite on parlera de son analyse par des experts, puis des différentes théories qui ont été faites sur sa signification. En 2011, grâce à la datation au carbone 14, on découvre que le manuscrit a été créé entre 1410 et 1438, très probablement dans la région de l'Italie du Nord. Il est composé de parchemin en peau de veau et les encres et pigments utilisés sont caractéristiques du début du XVe siècle. Donc on avait raison. J'avais pas capté que c'était tout le bouquin, les pages y compris, qui étaient faites en velin en fait. Moi je pensais que c'était juste la reliure, mais en fait le velin c'est utilisé à l'intérieur. Ouais, aussi. Je sais pas si tu vois là dans le livre, en feuilletant les pages, il y a des pages qui sont beaucoup plus courtes sur les côtés et c'est là que tu te rends compte que c'est de la peau en fait. Le premier propriétaire dont nous avons la trace
et Jacobus Orsiki de Tepenek, car il y a sa signature sur la première page. Jacobus, c'était un médecin réputé qui officiait à la cour de l'empereur Rodolphe II, qui est celui qui lui aurait donné le livre. Rodolphe II, c'était un empereur du Saint-Empire romain germanique. Il était également roi de Bohême, roi de Hongrie et de Croatie, et archiduc d'Autriche. C'était un membre de la maison de Habsbourg, une dynastie très puissante en Europe que vous connaissez sûrement. Moi-même, j'en descends. C'est faux. Sa cour était basée à Prague. Prague était devenue à cette époque un centre important des arts et des sciences sous son règne parce que, apparemment, il en avait mais rien à faire de la politique. Rodolphe II. Lui, il aimait bien les sciences occultes, l'alchimie, etc. Il collectionnait d'ailleurs tout un tas de livres sur ces sujets et il aurait justement acquis le manuscrit de Voynich pour une somme considérable. Voilà, on sait pas trop, mais il aurait acquis le livre pour 600 ducats, ce qui équivaut à environ 125 000 $ aujourd'hui. Alors, je dis dollars parce que bon, j'ai oublié de convertir, mais je pense que ça, c'est à peu près 125 000 €. C'est quasi la même chose. Wow. Donc, il avait une certaine valeur déjà à l'époque. Jacobus aurait acquis ce livre tout simplement parce que il aurait prodigué des soins à Rodolphe II un jour, mais Rodolphe II, apparemment criblé de dettes, n'aurait pas pu le payer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a offert ce livre qui était, comme je l'ai dit, d'une grande valeur. Par la suite, l'ouvrage est passé entre les mains de plusieurs érudits et figures intellectuelles de l'époque. Parmi eux, on compte l'alchimiste Gorgue, ou Georges, ou Gorgue, ou Georg, je sais pas. Tu viens de le tuer une deuxième fois, le pauvre. Georg. Je vais dire Georges. Allez, Georges. Parce qu'en vrai, il manque juste le E et le S, mais bref. Georges Barèche et le célèbre érudit Athanasius Kircher, qui étaient tous deux intrigués par son contenu indéchiffrable. Je dis célèbre, mais les noms, moi, ils me disent absolument rien. Je crois que la seule personne que je connaisse du Moyen-Âge, c'est Nostradamus et Quasimodo, donc voilà. Barèche, donc Georges, a notamment demandé de l'aide à un expert en hiéroglyphes qui vivait à Rome, parce qu'il pensait que c'était une énigme du Sphinx. L'expert, Athanasius Kircher, homme de science et érudit jésuite de l'ancien collège romain, lui a répondu « Écoute, il est mignon ton livre, mais là, j'ai pas le temps. Là, je peux pas... De ce que j'en ai vu, j'arrive pas à le décoder. Mais voilà, démerde-toi. » Du coup, Barèche, Georges, n'a pas réussi à le déchiffrer. On est sûr qu'ils l'ont eu entre leurs mains parce qu'à l'intérieur de la couverture du livre, on a retrouvé leur correspondance par lettre datant de 1665. Ah, t'imagines récupérer un livre dans une brocante, tu l'ouvres, il y a une lettre de 1665. Moi, je serais en mode... Déjà, retrouver un ticket de métro des années 80, ça m''a déjà arrivé, j'étais fou. Mais tu rigoles. J'ai retrouvé des coupures de journaux des années 50 aussi. J'ai retrouvé un ticket de caisse de 2016, j'étais folle. Bon, moi, par contre, le ticket de caisse, il était complètement effacé, donc j'ai envie de te dire, à notre époque, heureusement, peut-être. Il n'y a plus rien qui dure. C'était mieux avant. Ensuite, le manuscrit serait resté au sein des collections jésuites pendant un certain temps. Donc, on dirait bien que Kircher l'a gardé. Parce que c'était un jésuite de je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un jésuite. Puis, il aurait été redécouvert en 1912. Alors, redécouvert par le libraire antiquaire Wilfried Voynich en 1912. Ah, c'est son nom à lui que le bouquin porte. Ok. C'est lui qui lui a donné le nom sous lequel il est universellement connu aujourd'hui. Parce que, bien sûr, les choses de ce monde commencent à avoir un nom à partir du moment où un Européen du 19 ou 20e siècle les découvre. Et puis, leur donne modestement son propre nom pour qu'il le porte jusqu'à la fin des temps. Bah oui. Donc, en gros, ce qui s'est passé, selon Monsieur Wilfried Voynich, c'est qu'en 1912, il avait rendez-vous avec un mystérieux anonyme à Fracasti, près de Rome. Arrivé là-bas, il a fait la rencontre de jésuites qui voulaient rénover leur internat. Mais apparemment, ils n'avaient pas assez d'argent. Les jésuites lui auraient donc proposé de lui vendre une petite partie de leur collection de livres anciens, et très rares. Voynich repart avec une 30aine de livres. Après les avoir tous parcourus, il bloque sur le manuscrit très bizarre et trouve la lettre dans la couverture. Voilà, ça serait comme ça que ça se serait passé selon lui.
Du coup, possiblement, même les lettres, en fait, et ce que tu as déduit avant, peut-être que ça vient de lui et que c'est totalement faux, c'est ça? Justement, il y a des gens qui pensaient que c'était lui qui avait tout écrit, qui avait tout inventé. Je vais en parler justement là. Moi, je trouve ça l'histoire un peu bizarre, un petit peu, voilà. Oh, comme par hasard, j'ai trouvé un livre. Après, possible, hein, mais bon. Mais bizarre parce que il a voulu garder le secret sur la date d'acquisition du livre. Genre, pourquoi faire? Ça sert à quoi? Enfin, je sais pas. Il nous cache un truc. Je pense qu'il l'a volé. Carrément. Il y a moyen. Je sais pas. En vrai, il y a moyen. Mais il y a toute une controverse par rapport à ça et toute l'histoire de l'acquisition du livre, elle est très discutée à cause de lui, à cause de Voynich. Bref, 3 ans plus tard, il expose certains de ses manuscrits qu'il a acquis en Italie à l'Institut d'art de Chicago, parce qu'il a immigré entre-temps aux États-Unis. Il a ouvert une boutique à New York. Pour rappel, il est antiquaire et de base polonais, vivant à Londres. En 1921, c'est au tour de ce mystérieux manuscrit qu'il a ramené d'Italie et qu'il n'arrive pas à lire, d'être exposé. Quand on lui demande plus d'informations sur où et quand il l'a trouvé, il refuse de le dire. On dit que seule sa femme sait ce qu'il s'est dit le jour de la vente avec les jésuites. De la vente. Il y a eu un deal bizarre. Mais bon, apparemment, ce qui se passe chez les jésuites reste chez les jésuites. Wilfried Voynich va à son tour contacter des experts pour leur montrer son livre. Ça donne rien de bien intéressant, parce que pour eux, c'est un livre qu'ils attribuent à Roger Bacon. Sauf que Roger Bacon, on sait qu'il était même pas né quand le livre il a été écrit au final, grâce à la datation au carbone. Parce que pour le coup, il est vraiment daté de 1430, c'est ça, je crois que j'ai dit 1418, je sais plus. Ouais, quelque chose dans ces eaux-là. Donc les experts, ils disaient Roger, c'est pas Roger. Mais c'est qui Roger Bacon? Pourquoi ils l'ont suspecté d'avoir écrit le livre, du coup? Là, Roger Bacon, c'est un moine franciscain. D'accord. Surnommé Doctor Mirabilis, en raison de sa science hors du commun. Aussi philosophe, savant et alchimiste anglais. Il est considéré comme l'un des inventeurs de la méthode scientifique. Attention. Et c'est un anglais. Donc il pensait que c'était lui. Pas du tout. La femme de Voynich hérite du livre quand son mari meurt en 1930. Puis, quand elle décède à son tour, en 1960, il est passé à une amie à elle, Anne Neal, qui, elle, l'a vendu à un certain Hans Kraus, un libraire new-yorkais. 9 ans plus tard, Hans Kraus en fait don à l'université de Yale, et c'est là que se trouve le manuscrit de Voynich aujourd'hui, dans la bibliothèque Beinecke, précisément. Voilà, donc ça c'était la petite histoire du livre qu'il a eu entre ses mains ou dans sa bibliothèque en l'espace de 400 ans, et ce, sans comprendre un mot de ce qu'il y avait écrit dedans. Et d'ailleurs, j'ai un graphique intéressant qui montre un peu à quelle date il était en possession de quelqu'un. Quand il a été créé en 1400, jusqu'à 1600, en fait, on ne sait pas où il était. On va dire que, imagine à sa création, il est resté dans la bibliothèque de l'auteur. Tu vois, il est resté chez l'auteur, ok. 1400, allez, on va être très généreux. Il a vécu 100 ans, cette personne, ça m'étonnerait. On va dire 1500, mais en gros, de 1500 à 1600, qui l'avait? Bah oui, surtout que c'est étonnant. Enfin, je sais pas si à l'époque on gardait, tu vois, on gardait les livres. Ah, peut-être que c'était des objets précieux, j'avoue. Mais oui, c'est étonnant qu'un bouquin déjà résiste et vive 200 ans. Parlons du contenu, parce qu'il a été analysé par de nombreux vrais experts par la suite. Déjà, ils se sont penchés sur les écritures. Selon eux, l'alphabet utilisé contient 20 à 25 lettres différentes. Certaines ont des majuscules, d'autres non. Je sais pas quoi faire de cette info. Le sens de l'écriture semble être de gauche à droite. Ils ont identifié 2 types d'écriture ou de langue au sein du livre qu'ils ont appelé le Voynichese. Alors en anglais, en français, je sais pas ce que ça donne. Pas fromage, mais comme Chinese, tu vois. Il y a 2 langues au sein du livre, le Voynichese A et le Voynichese B. Et du coup, ils se sont dit que, à cause de ça, peut-être que 2 personnes différentes l'ont écrit. Mais juste par rapport à la langue, hein, pas du tout par rapport à l'écriture, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on voit que que c'est 2 personnes différentes qui ont écrit parce que l'écriture est différente. Non. Aussi, les experts remarquent qu'il n'y a dans tout le livre absolument aucune rature ou correction faite par l'auteur. Genre, il a tout écrit en one shot. Tout est hyper fluide. Après, on voit que sur certaines pages, quelqu'un est repassé
Alors, je sais pas du tout à quelle époque. Peut-être que c'était l'auteur, peut-être pas. Mais quelqu'un est repassé sur certains détails, genre les seins des meufs. Évidemment. Voilà. Certains trucs ont été repassés vite fait à l'encre, mais ça a l'air d'être la même encre. Et sur certaines lettres aussi, ils sont repassés. Pourtant, on les voyait très bien, donc je sais pas trop pourquoi, mais on voit que ça a été rajouté par la suite. Et ils ont analysé tous les mots. Et je pense que vous allez le remarquer vous-même si vous allez lire une page. En quelques secondes, on voit que les mots sont... Ouais, parce que alors, j'ai fait genre, je suis une experte, t'as vu, genre, je vais le décrypter, je l'ai mis devant moi, j'ai mis les 2 feuilles où il y avait là le texte, et je me suis dit, Fanny, let's go. J'ai regardé de près et j'ai vu tout de suite que parfois, sur une seule ligne, tu vois t'as l'impression qu'il y a 3 fois le même mot. Ouais, exact, je me suis fait la même remarque. Qui fait ça? À part si la personne peut-être disait juste genre, ouais. À part ça. À part ça, je vois pas dans quel contexte on met 3 fois le même mot à la suite. Mais vraiment, en plus, dans le même paragraphe, t'as peut-être 6 fois la même phrase où il y a les mêmes mots à la suite. Donc, c'est trop bizarre. Limite, on dirait que le gars fait exprès de faire semblant d'écrire, quoi. Et il y a seulement quelques lettres, parfois, qui changent. Mais sinon, c'est toujours pareil. Alors, je dis pas que c'est ça sur toutes les pages, mais il y a certaines pages où c'est comme ça. Il y a pratiquement aucun mot avec plus de 10 symboles, enfin 10 lettres, et presque aucun mot de moins de 3 lettres. Et selon les experts, c'est pas du baragouinage. La structure syntaxique semble proche du mandarin plutôt que des langues européennes ou du latin. C'est étonnant. Ouais. Genre vraiment, ils pensent que ça a vraiment du sens et que ça doit être une langue réelle. Je cite Wikipédia. Une analyse fréquentielle révèle des caractéristiques semblables aux langues naturelles. Par exemple, la fréquence des mots suit la loi de Zipf et l'entropie, quantité d'informations, de chaque mot s'élève à 10 bits, ce qui est similaire au texte en anglais ou en latin. Quoi? Parce qu'en fait, du coup, les experts partent du principe que c'est pas un codage, mais que c'est une langue inconnue, c'est ça? Ils pensent pas que quelqu'un a codé sa manière d'écrire. Bah justement, en fait, il y a plusieurs théories, mais quand ils analysent vraiment le truc, ils se rendent compte que chaque mot a l'air d'avoir une signification, en fait. Même si c'est une langue, ça peut être quand même codé. Accrochez-vous bien. La difficulté pour les experts, c'est de déterminer si, 1, c'est un texte d'une langue connue, mais qui a été crypté ou codé. Genre de l'italien, mais codé dans un autre alphabet. 2, si c'est une vraie langue à part entière, mais dont on ne connaît pas l'existence. 3, si c'est juste du charabia dans un alphabet et une langue inventée, et donc ce serait un délire artistique, quoi. Ça veut vraiment rien dire du tout, mais visuellement, ça ressemble à une langue. Ou alors si c'est de la stéganographie, c'est-à-dire qu'il y aurait dans ce texte un message caché, que c'est juste de la déco, un trompe-l'œil, mais que quelque part, sans qu'on remarque, il y a des choses cachées par endroits. C'est super tordu, hein. Ouais. Donc, je sais pas si vous captez la différence entre toutes ces nuances, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et pourtant, sachant ça, en 400 ans, personne n'a été en mesure de trouver le code pour déchiffrer le texte si c'est chiffré, et personne n'a été en mesure de traduire la langue si c'est une langue à part entière, ou même trouver le message caché dedans. En 400 ans, il y a eu plus de 60 théories avancées qui ont été toutes débunkées. En 1962, il y a une cryptanalyste, Elizabeth Friedman, donc une experte en cryptologie. Étymologiquement, ça veut dire la science du secret, qu'elle dira que quiconque essaie de traduire le manuscrit de Voynich sera condamné à la plus haute frustration. Donc vraiment, c'est un casse-tête pour elle, alors que elle est spécialisée là-dedans. En fait, c'est un casse-tête pour tout le monde. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 types de messages secrets. Il y a la cryptographie, ce que Elisabeth étudie, qui est une des disciplines de la cryptologie, qui vise à protéger des messages en cédant de secrets ou de clés. Un peu comme sur WhatsApp, ils vont dire vos messages sont cryptés de bout à bout, je sais pas quoi, mais tu vois, voilà. Et c'est pas pareil que la stéganographie, qui elle fait passer inaperçu un message dans un autre message. Waouh, vas-y. Voilà. Oula. Ouais, j'ai perdu tout le monde. Alors que la cryptographie, au contraire, c'est vraiment rendre un message inaccessible à personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre ton message, il est crypté par WhatsApp, personne peut le lire. Mais il est tu sais, la machine le retraduit. Enfin, il y a que la machine, en fait, j'ai l'impression qu'il sait, en fait. Parce que ça dit inaccessible à personne, mais il y a que la machine qui sait le décrypter. C'est un peu comme... Tu connais le code de Wegener ou pas? Non.
C'est quoi? En fait, c'est pareil, c'est un code qui est indécryptable par qui que ce soit d'autre que la personne qui l'a créé et la personne en fait qui va recevoir le message et à qui on va fournir un mot-clé ou une phrase clé. En fait, en gros, à partir de la phrase clé que tu auras décidé, tu vas créer un tableau. Alors, je vais en parler vite fait, mais ça va pas durer longtemps et surtout, c'est un peu dans mon esprit, c'est un peu vague parce que ça fait longtemps que je m'étais intéressé. Et en fait, dans ce tableau, en fonction de l'endroit où sont situés les mots, enfin les lettres dans la phrase, en fait, une même lettre dans le message codé peut donner 2 lettres différentes en fait quand tu le décryptes. Donc c'est super tordu en fait. C'est pas tu te dis ah bah du coup il y a une répétition de A dans le message codé donc le A peut vouloir dire telle lettre. En fait, c'est impossible parce que au sein d'un même paragraphe, en fait, une lettre peut désigner 2 ou 3, 4, 5 autres lettres, en fait, en fonction de la phrase que tu auras choisie. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent s'intéresser au code de Wegener, c'est tordu, mais c'est trop bien. Et ça date de... Le chiffre de Wegener a été percé par le major prussien Friedrich Kaczynski, qui a publié sa méthode en 1863. Donc, ça a été fait avant, quoi. Par Blaise de Wegener, qui est né en 1523. Ah ouais, donc c'est un Français. 100% sur Sioule. Bah oui, et c'était... bah, et comme d'hab, c'était des codes qui étaient utilisés pendant la guerre, parce que de toute façon, quand tu cryptes des choses, bah plus maintenant, parce que nous, on crypte nos mots de passe et tout, mais en fait, c'était pour la guerre souvent. Et du coup, c'était des codes qui étaient inviolables, en fait. Et si t'avais pas le mot-clé ou la phrase clé, tu pouvais pas du tout décrypter... Et c'était trop bien, c'était utilisé en période de guerre. Mais après, maintenant, je pense qu'il y a des moyens de trouver, de débunker le truc, tu vois. Ouais, parce que mais ouais, c'est super intéressant. Ouais. On arrive maintenant aux théories. Pourquoi est-ce que le livre est illisible? Dans quel but? Et qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Est-ce qu'il pouvait pas juste tout écrire en latin? Déjà, tu fais des dessins cryptiques, mais en plus, t'écris dans une langue cryptique. La première théorie, c'est que peut-être que ce livre a été créé comme une arnaque pour être vendu à Rodolphe II très cher, sachant qu'il collectionnait les livres occultes. Peut-être même que Rodolphe II n'était pas la cible de base, qu'il y avait un arnaqueur qui voulait juste créer un faux livre de grande valeur et qu'il a ensuite essayé de trouver preneur. Et du coup, ça lui servait d'un côté le fait que ce soit indéchiffrable, parce que c'est un peu en mode mystérieux. Voilà, tu comprends rien, je te le vends, ça coûte très cher, c'est très mystique, nanana, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour ça que du coup, c'était illisible. En tout cas, il a fini dans la collection de Rodolphe II et il a déjà à cette époque une grande valeur, comme on a dit, alors même que possiblement, on ne sait pas si ces personnes à l'époque arrivaient à comprendre ce qu'il y avait écrit dedans. À moins que le code soit perdu ou qu'il soit hyper complexe. Mais sinon, qu'est-ce qui pousserait les gens de cette époque à vouloir avoir ce livre qui décrit des plantes qui n'existent même pas? Enfin, eux-mêmes auraient dû se rendre compte de ça à l'époque. Donc moi, ma théorie, c'est que les gens de l'époque ne savaient pas ce qu'il y avait écrit dedans. Je pense pas. Oui. Ça me paraît très bizarre qu'ils sachent ce qu'il y a écrit dedans, parce que, enfin bref, et même s'ils savent ce qu'il y a écrit dedans, ça décrit des trucs qui n'existent pas sur Terre, donc trop bizarre. La deuxième théorie, c'est que, comme je l'ai dit avant, ça pourrait être un manuel de santé pour femmes, parce qu'il y a quasi que des femmes dessinées dedans. La plupart d'entre elles sont enceintes. Puis tu sais, il y a tout ce rapport avec la lune, les signes astrologiques, etc. Donc bon, peut-être que c'était d'un parallèle qu'ils faisaient déjà à l'époque. Certains disent que c'est un livre sur la fertilité et la reproduction. D'où les tubes, les trucs, les machins. Alors ça fait aucun sens, mais bon, voilà. Encore une fois, pourquoi l'écrire dans cette langue? Pourquoi le crypter? Et aussi pourquoi rajouter tout un herbier au début et des plans astronomiques? Il y a peut-être une raison à ça qui a été évoquée. Ce serait tout simplement qu'à l'époque, c'était pas bien vu d'écrire tout un tas de choses qui remettaient en question les croyances de l'époque. Et c'était très facile d'être accusé d'hérésie, d'aller contre l'opinion de l'Église catholique, que du coup l'auteur a voulu dissimuler son message, ses opinions scientifiques dans un livre illisible pour les autres. Et il y a beaucoup de livres d'époque qui étaient codés pour cette raison apparemment. C'était courant de coder ses écrits pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains parce que les répercussions pouvaient être terribles. Cela dit, ça veut pas forcément dire que ce qu'il y a écrit dans le manuscrit de Voynich est incroyable et ultra intéressant, juste parce qu'il a été codé. Ça se peut que les infos, elles sont bidons, tu vois. Et peut-être que c'était un délire. Après, comme je l'avais dit, ça fait quand même cher le papier, je trouve. Enfin, pourquoi utiliser du cuir de veau mort-né pour faire ton petit livre fantaisiste? Je sais pas.
Ou même pour une plaisanterie. Oui, puis ça fait un peu cher la blague. Un canular très très poussé en plus, parce que c'est quand même 260 pages, tu disais. Ouais, c'est ça. Avec des longues pages d'écriture très serrées. Enfin, disons que ça serait, pour un canular, ça serait beaucoup d'énergie dépensée. Mais cela dit, c'est pas absurde, enfin, tu vois. Mais c'est pas absurde non plus. Mais c'est vrai que c'est bizarre, les canulars, on pousse pas aussi loin les canulars habituellement. Troisième théorie, que ce soit un fake. Plein de gens ont pensé que Wilfried Voynich a créé le manuscrit pour lui-même, pour se faire connaître, pour l'exposer, pour se faire de l'argent et une renommée mondiale, ce qui aurait pu être possible vu tous les secrets qu'il a voulu garder sur la provenance du livre, sauf que dès qu'il a été daté au carbone 14, en fait, en 2011, toutes ces théories du fake, elles sont tombées à l'eau parce que il a vraiment été écrit au 15e siècle. Mais ça me fait rire parce que jusqu'à 2011, quand même, les gens, je pense, ils devaient tous penser que c'était Voynich qu'il avait fake le truc. Donc vraiment, il a dû passer un sale moment, Voynich, à son époque. Je sais pas, tu vois, aujourd'hui, on n'en parle pas, enfin, on en parle dans les milieux, tu vois, qui s'intéressent un peu à l'occulte, à l'étrange. Est-ce qu'à l'époque, c'était un bouquin qui était quand il a été annoncé en 1900, je crois que tu évoquais cette date, est-ce que les gens, ils étaient fous? Écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on parle de Voynich, sur sa page Wikipédia, en gros, il y a écrit qu'il est devenu, qu'on se rappelle de lui parce que déjà de 1, il avait le plus gros business de livres rares dans le monde entier. Et en plus parce que il avait le livre le plus rare et indéchiffrable avec un gros secret, et lui-même, on dirait qu'il en rajoutait une couche en faisant genre non mais je sais pas je peux pas vous dire d'où il vient, seule ma femme sait, enfin bref. Donc voilà. Mais et puis il l'exposait et tout, donc peut-être qu'en racontant des mythos sur le fait que la provenance est secrète et nanana, peut-être que ça a fait un petit peu parler à l'époque, mais en vrai, j'ai pas trouvé plus que ça parce que c'était quand même en 1912, mais j'ai pas trouvé de journaux à l'époque qui datent de 1912 où ça a fait sensation ou quoi, donc je ne sais pas. Peut-être que oui, mais bon, à New York, ça a quand même fait parler assez pour que les gens viennent le voir et tout. Donc ça serait à creuser, je pense, mais je crois qu'il y a un truc à creuser sur la famille Voynich. J'attends son épisode. Donc du coup, les gens ils se sont rabattus sur la théorie que peut-être c'était un plaisantin médiéval. Enfin, à partir de 2011, ils se sont dit si c'est pas un fake de Voynich, c'est peut-être un plaisantin médiéval qui voulait juste s'amuser en créant un livre à énigmes ultra complexe. Ouais, en vrai, ça se tient. Ouais, et le vendre hyper cher. Voilà, il a voulu jouer le jeu. Franchement, si je pouvais voyager dans le temps, je ferais ça. Je ferais un livre super bizarre pour qu'ensuite on en parle dans des podcasts en 2025. 4e théorie, les aliens. Allez. Il y a des gens qui pensent que c'est un livre de cuisine écrit et abandonné par des aliens venus rendre visite à la Terre à l'époque médiévale. Dedans, ils auraient écrit des recettes sur comment cuisiner les humains dans des bains d'eau géants. Oh, ça expliquerait aussi que les cartes de constellation ne correspondent pas à nos étoiles, mais aux leurs, et que les plantes dessinées ne correspondent pas à celles de la Terre, mais à celles de leur planète à eux. Je le dis tout de suite, j'aime beaucoup cette théorie. Étonnant. Après, elle pose plein de problèmes, cette théorie, mais oui, elle est tentante, j'avoue. Mais il y a plein de problèmes. Comme quoi? Si ces extraterrestres qui sont venus jusqu'à la Terre, déjà, on peut penser qu'ils ont une technologie quand même relativement avancée, et je vois mal des extraterrestres genre venus dans des vaisseaux spatiaux de l'autre bout de l'univers, transmettre des informations en utilisant un livre, par exemple, tu vois, et en dessinant comme un enfant de 5 ans. Ouais, puis en dessinant en plus avec les codes médiévaux sur du cuir. Ouais. Peut-être que c'est juste un seul alien qui est venu, il a fait Erasmus, et ensuite, il avait que ça sur place. Il avait que ça sur place, et genre, tu vois, il est reparti avec le livre. Enfin, il a laissé le livre sur place. Enfin, c'est vrai qu'il l'a laissé sur Terre aussi, le livre, donc c'est un peu con. Ouais, en vrai, de toute façon, il y a toujours des théories comme ça, même pour les pyramides, les hiéroglyphes et tout. Il y a toujours eu ce genre de délire. Justement, ça m'a fait penser aux plaques sumériennes. Sumériennes, c'est comment ça s'appelle? Tu sais, des plaques qui apparemment disent des trucs ultra avancés sur la Terre et tout. Je connais pas du tout. En fait, si c'était des tablettes d'argile, tu sais, d'antiquité ou je sais pas quoi. Sur ces plaques, il y a écrit des trucs vraiment... les gens disent que ce seraient les aliens qui seraient venus à cette époque, qui auraient écrit cette science avancée et qui auraient fait avancer les humains à cette époque-là, tu vois ce que je veux dire?
les aurait fait évoluer. Alors, je sais plus quelle époque, à l'Antiquité, je crois. Il aurait donné tout un savoir. Et en gros, c'est pour ça que sur les plaques, il y a écrit des trucs de fou. Ok, ouais, je connaissais. Enfin, c'est une théorie qui existe ailleurs, mais je la connaissais pas, celle-là en particulier. Grossièrement, j'ai raconté très mal, mais voilà, c'est ce que je m'en rappelle. Non, c'était très bien. Donc, cinquième théorie. Cinquième théorie, ce serait Léonard de Vinci, qui a écrit le livre. Bon, là, pareil, cette théorie, elle a été écartée. Je sais pas pourquoi, parce qu'au final, il était contemporain, il me semble. Attends, Léonard de Vinci. Je vérifie en même temps que toi. Parce que j'ai déjà vérifié, mais il est né en 1452. Et le livre, il a été écrit 1410 et 1438. Donc non, c'est pas possible. Non, ça serait avant sa naissance, du coup. Ouais, il était pas né. Et surtout, je me dis, Léonard de Vinci, quand même, tu vois, il peint relativement bien. C'est un bon illustrateur. C'est ça. Ça colle pas vraiment avec les dessins qu'on a vus, tu vois. J'avais écrit ça. De toute façon, Leonardo faisait pas des dessins aussi éclatés, donc c'est pas possible. C'est exactement ça. Sixième théorie. Il y en a beaucoup. Selon certains, ce serait un auteur juif à l'origine du manuscrit, car toute la section balnéologie représenterait des bains mikva. En effet, à cette époque, les seules femmes qui se baignaient tous ensemble, nues comme ça, dans des bains, c'était des femmes juives qui pratiquaient les bains rituels féminins appelés mikva et qui avaient lieu après l'accouchement. D'où peut-être toutes ces femmes enceintes. Voilà. D'accord. Mais vraiment, ça parle que de... Vraiment, ça parle juste... Cette théorie, ça s'applique juste aux bains. Donc, le reste... Oui, il n'y a pas la partie astrologie, la partie pharmacie. Voilà. Pharmacie, pardon. Ok. Septième théorie, qui rejoint un peu la sixième. En 2020, un égyptologue du nom de professeur Dr. Heiner Hanig, en allemand, dit savoir dans quelle langue est écrit le manuscrit. Il a rédigé tout un document là-dessus où il étudie l'alphabet et il est arrivé à la conclusion que pour lui, ce serait peut-être de l'hébreu. Alors, j'ai pas lu le document parce qu'il est en allemand et qu'il fait 64 pages, mais en gros, d'après son analyse, c'est une langue sémitique et vu les illustrations qui semblent être assez européennes, il réduit les possibilités à l'arabe, l'araméen ou l'hébreu. Il dit, je cite, « La traduction proprement dite du livre de Voynich nécessitera plusieurs années de travail, même si des spécialistes de la langue hébraïque, bien versés dans l'hébreu médiéval et la terminologie des textes botaniques et médicaux, prennent en charge l'analyse. Le caractère de l'écriture, la prononciation à laquelle il faut s'habituer, les particularités et le vocabulaire de l'époque poseront de nombreuses difficultés, même à un locuteur natif de l'hébreu. » Oh. En gros, j'ai l'impression qu'il n'allait pas le traduire lui-même, quoi. Il a dit, c'est de l'hébreu, s'il vous plaît, regardez ça, hein, ceux qui s'y connaissent, mais vous allez avoir de grandes difficultés. Et ça s'arrête là parce qu'il est mort en 2022. Mais de toute façon, sa théorie, elle a vraiment pas été étudiée plus que ça. Elle a même été rejetée par Lisa Fagin Davis, directrice de l'Académie médiévale d'Amérique. En gros, elle dit que les correspondances qu'il a fait entre certaines lettres hébraïques et le texte du manuscrit ne tiennent pas du tout compte de la fréquence des glyphes dans le Voynich, de leur combinaison, ni de leur position dans les mots, et selon elle, ça ne correspond pas du tout. Huitième théorie, c'est la dernière. Ce serait un dénommé Giovanni Fontana qui aurait écrit le livre. C'était un médecin et ingénieur italien connu pour avoir dessiné des illustrations similaires dans d'autres publications et qui utilisait souvent des codes simples. Ces dessins sont très particuliers, comme ce lapin à roulettes qui a l'air d'être atteint de diarrhée. Dans quel but, on ne sait pas exactement, mais comme dit tout à l'heure, sûrement pour se protéger et dissimuler ses idéologies. Mais encore une fois, je répète, pourquoi dessiner des plantes bizarres dans les 3/4 du livre ? Peut-être parce qu'en fait, il n'y a rien dans le livre à part les formes humaines qui collent. C'est quoi ces racines de tête ? Et il y a des petits dragons aussi qui sont près des racines. Enfin, la bœuf. Je sais pas. Il a fumé le papyrus. Peut-être que c'était ça la technique et qu'il y a vraiment un message caché. Il t'endort avec des plantes cheloues, t'essaies de le lire, tu comprends rien, tu reposes le bouquin, t'y touches plus, tu le passes à quelqu'un jusqu'en 2658 où le descendant de Kurt va enfin trouver le message caché. Peut-être que c'était ça son plan. En tout cas, voilà, c'était la dernière théorie. Et on n'est toujours pas avancé sur le contenu. Non. Certaines sont convaincantes, vu que personne n'est en mesure de décrypter, on peut pas confirmer. Toi, t'en penses quoi de toutes ces théories ? T'as préféré laquelle des 8 théories ? Oh les aliens, hein. Moi je pense à l'arnaque, ça me plaît bien, mais effectivement l'arnaque ça serait quand même beaucoup de mise en œuvre, beaucoup d'efforts pour une simple arnaque.
même si la somme est conséquente, en fait. Tu parlais de 125 000 $, en fait, ça serait, pour 125 000 $, moi, je t'écris n'importe quel livre aussi, en vrai. Donc, bon, c'est moyennement étonnant. Mais j'ai pas de... Parmi toutes les théories que tu as énoncées, il y en a pas qui me font un déclic en mode ah ouais. Donc, je saurais pas dire. En fait, la vérité est peut-être plus simple que ça. Et effectivement, c'est un vrai mec qui a écrit ça dans les années 1400 et qui... je sais pas. Je sais qui se faisait chier, j'en sais rien. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, peut-être avant notre mort ou pas, hein, mais que quelqu'un déchiffre le livre et qu'en fait, ça soit un truc de merde. Que ce soit vraiment de la merde. Mais on voit déjà que c'est un truc bizarre en soi. Enfin, moi, je m'attends pas à ce que c'est un truc de fou. C'est très, très bien protégé pour un truc de merde. Est-ce que tu penses que peut-être les dessins, ils sont là pour distraire, mais que genre le texte, il veut dire un truc de fou, mais qui a rien à voir? Je pense pas, parce que pareil, c'est pour l'époque, c'est beaucoup de matériaux utilisés, tu vois ce que je veux dire? C'est les pigments coûtent cher. On est encore sur des suppositions là, mais peut-être que c'est pas accessible à n'importe qui. Je trouve que c'est quand même un canular pour l'époque qui est difficile, pas un canular, mais les dessins, c'est quelque chose de difficile à mettre en place juste pour détourner l'attention des gens. Alors que le texte est déjà de toute manière incompréhensible et indéchiffrable, en fait. Même en faisant abstraction des dessins, tu peux pas savoir ce que disent les textes. Donc, pour moi, c'est pas forcément une manière de distraire le lecteur. Je pense pas. Mais je me trompe peut-être, hein. Mais c'est un ouvrage étonnant. J'adore cette histoire. C'est vrai que jusque-là, bon, moi j'aime bien les aliens, donc voilà, ce serait ma théorie coup de cœur. Mais sinon, la théorie la plus probable, je pense que c'est quelqu'un à cette époque qui s'est fait un petit kiff. Il a écrit ce truc et il a décidé de le vendre pour cher. Et c'était un vrai artiste parce que quand même, il a inventé tout un monde, il a inventé toute une écriture, il a réussi à ce que ce soit pas déchiffré. Et en plus, ça a l'air d'être une vraie langue, donc il y a vraiment mis du temps. Et ça me paraît quand même bizarre, par contre, qu'il ait fait... Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un vrai artiste. C'est parce qu'il en a fait qu'un. À notre connaissance, il en a fait qu'un, un truc comme ça. Il n'y a pas genre, il y a eu 10 livres bizarres datés de 1400 qui viennent tous à peu près d'Italie, où on a testé les papiers, ils sont pareils, enfin les cuirs, ils sont pareils, et ça se voit que c'est le même auteur et il a fait plusieurs livres bizarres et les a vendus cher à plusieurs personnes, tu vois. Genre, il l'a fait une fois et hop, il s'est dit c'est bon, c'est fini. Donc, en tant qu'arnaqueur, il est pas trop attiré par l'argent d'un côté aussi, tu vois. Il reste un peu artiste, je pense. Ouais, carrément. J'ai demandé à Google qui pouvait écrire des livres en 1410. Et en gros, en premier, on a les moines et le clergé, donc les moines copistes. Bon, ben, tu vois, t'avais raison. Hein. Les savants et les universitaires, écrits en latin. Ensuite, on a les écrivains de cour et chroniqueurs. Ensuite, on a les nobles instruits. Les intellectuels du monde islamique ou byzantin, bon là c'est ailleurs dans le monde, mais voilà. Donc c'est ce qu'on a dit en fait, c'est les riches et les moines. Ah, donc c'est pas des rigolos en plus. Enfin tu vois, c'est pas des. Enfin si les riches, je pense qu'ils ont du temps à perdre pour faire ce genre de bail, tu vois. Mais les moines, je les vois mal faire un canular, tu vois. Ah non, les moines, en fait, c'est étonnant. Pas. J'ai envie d'y croire. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des notions vagues de médecine. Tu sais, un autodidacte. De toute façon, la médecine à l'époque, c'était pas une science qui était encore bien cernée. Enfin, la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, je veux dire. Et du coup, peut-être qu'un érudit. Enfin, ouais. Après, c'est vrai que les plantes ne correspondent à rien de ce qu'on connaît, mais peut-être que, en fait, si on les remet en perspective, je sais pas. Peut-être que c'est simplement un problème de perspective et que, en fait, je sais, honnêtement, je pourrais pas dire. Peut-être que c'est un livre genre de les fiction. racines en virus. Ouais. C'est la première BD de l'histoire. Non, parce que c'est vrai, mais je pense pas qu'ils écrivaient de la fiction à cette époque. Ils perdaient pas leur temps à écrire de la fiction. Parce que qui allait le lire? En vrai, ils écrivaient des livres utiles. Ils écrivaient la Bible en 800 millions d'exemplaires. Et puis, ils écrivaient leurs petites théories scientifiques et tout, mais en langage codé. Mais à part ça, est-ce qu'ils s'amusaient vraiment à dessiner dans les livres? Je sais pas. Mais à part ça, moi, j'ai une autre théorie. Est-ce que t'es prêt? Ah oui, c'est ta théorie. Vas-y. C'est ma théorie. Oui. Que j'ai trouvée. Et je dis ça comme si c'est la révélation. Non, c'est une théorie qui se rajoute.
C'est un lien que j'ai fait avec autre chose dont personne n'a mentionné. Au début, j'allais pas parler du manuscrit du tout. J'allais parler d'une femme, une médium, Élise Muller, aussi connue sous le nom de Helen Smith. Elle est née en 1861 à Genève. Et en gros, c'était une femme qui avait le don de médiumnité visuelle, auditive, typtologique. C'est quand tu arrives à communiquer avec les esprits via des coups, tu sais, sur la table, etc. Okay. Mais ces séances étaient un peu particulières. Et tu vas me dire, mais quel rapport avec le manuscrit ? Je vais te dire. Donc, je vais te dire après. Je vais d'abord te dire qui c'est. Donc, elle avait la trentaine quand elle s'est vraiment intéressée au spiritisme. Elle va peu à peu plonger dans ce monde-là, donner des séances dans les milieux qui pratiquent le spiritisme, qui commencent en fait à cette époque. En décembre 1894, elle donne une séance et va assister à cette séance Théodore Flournoy. C'était un médecin psychologue suisse et professeur à l'université de Genève. Il était très intéressé par le spiritisme et les pouvoirs parapsychiques en général, et il s'est dit qu'il allait étudier ça de plus près. Lors de cette session, elle a fait des révélations au docteur, notamment sur sa famille, mais surtout ses ancêtres. Et lui, direct qu'il est impressionné, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à devenir proches et se fréquenter. Élise et Théodore vont travailler ensemble pendant un long moment. Théodore va étudier Élise pendant ses transes, pendant 5 ans, de 1895 à 1900. Il assiste à ses transes, il pose des questions aux différentes personnalités qu'elle incarne. Lors de celle-ci, il rédige les rapports. Et les écrits de ces séances existent toujours, je crois qu'ils sont conservés à la bibliothèque de Genève. Il y a même eu une exposition récemment, il y a 1 an, sur elle. Il faut savoir que pendant ces séances, Élise, elle entre en transe, mais pas que. Elle fait beaucoup de choses aussi. Elle est pas juste moitié endormie comme on pourrait penser. Elle arrive à écrire, donc elle fait de l'écriture automatique. Elle dessine tout ce qu'elle voit. Et ensuite, elle rajoute de la peinture. Elle parle aussi pendant ses transes, mais on comprend rien du tout. C'est la glossolalie, tu sais, une langue qu'on comprend pas. Elle arrive à voir ses vies antérieures, et notamment, elle dira quelle était la réincarnation de Marie-Antoinette. Si je me trompe pas. Je crois qu'à un moment, je sais plus ce que c'était. Soit elle parle à l'incarnation de Marie-Antoinette, elle arrive à parler avec quelqu'un du cercle proche de Marie-Antoinette. En fait, elle parle à plein de personnes connues. D'ailleurs, je crois qu'elle était pote aussi avec Victor Hugo, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'ai le livre de Victor Hugo juste derrière. J'ai essayé de le lire, ses écrits de spiritisme, là, le compte-rendu de ses séances. Moi, je pense qu'il fumait, il se droguait, il faisait des trucs parce qu'ils arrivent qu'à contacter Napoléon, Marie-Antoinette, Léonard de Vinci, comme par hasard, tu sais. Ils vont pas contacter le paysan mort en 1930, en 1230. Bref. Et du coup, pendant mes recherches, j'ai vu un de ses dessins, une de ses peintures. C'était une plante ultra bizarre qui n'existe pas sur Terre. Et tout de suite, ça m'a rappelé le manuscrit de Voynich. Genre, les visuels, ils sont pareils. Je vais te montrer. J'étais choquée. Allez. J'étais en mode, on dirait le manuscrit. Waouh, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. Donc ça, c'est un dessin qui ressemble un petit peu, vaguement. Ça aurait pu être dans Voynich et on n'aurait rien dit, tu vois. Il y a que les couleurs qui correspondent pas vraiment, mais... Ouais, ils sont un peu plus... en même temps, elle est de 1900, donc ça a été bien conservé. Après sa mort, en fait, ça a été conservé direct. Donc, l'autre, le manuscrit, il a 400 ans en plus, tu vois. Donc, je pense que dans la conservation, ça a peut-être perdu des couleurs. Ouais. C'est vrai que c'est fantaisiste, pareil. C'est presque pareil. Bref. En fait, elle a eu une période où elle disait pouvoir voyager sur Mars. Et pendant les séances où elle était sur Mars, elle disait ce qu'elle y voyait. Les plantes, les gens, etc. Elle parlait même en martien. Et elle écrivait aussi en martien. Je te mets une photo de son alphabet. Voilà, donc peut-être que c'est la version majuscule, la version, comment on dit, cursive ? Non, pas cursive. C'est quoi déjà l'inverse de... Quand c'est écrit en italique, c'est cursive, l'inverse de majuscule. Oh, j'en ai aucune idée. Quand c'est écrit en attaché, comme on dit. Je crois que c'est cursif. C'est cursif. Et les Américains, ils écrivent, tu sais, avec les petites lettres en majuscule, quoi. Eux, ils écrivent séparés et tout. Comme des schlags. Maintenant, genre, ils savent plus écrire en attaché. On leur apprend même plus, en fait.
Donc, il ressemble moyen à l'alphabet de Voynich. Voilà. Mais, bizarrement, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle avec Voynich par rapport aux dessins, qui sont quand même similaires. Déjà, d'esthétique. Bon, ils sont plus vifs, mais voilà, comme j'ai dit, c'est la conservation. D'esthétique, et en plus, juste les visuels, c'est encore fantaisiste, c'est bizarre, il y a des racines cheloues, ce sont des formes cheloues, les plantes, ça fait très moyenâgeux. Et en plus, il y a un langage inventé, avec un alphabet inventé. Enfin, en tout cas, elle dit que c'est du martien, mais est-ce qu'on est sûr ? Je ne pense pas. Le docteur Flournoy dit, je cite, « Hélène dessine et peint avec une facilité frisant l'automatisme. » Donc vraiment, elle fait ça avec aisance, quoi. Elle écrit le martien comme elle écrit le suisse. Enfin, je sais pas ce qu'ils écrivent en Suisse, bref. Waouh ! Là, je comprends pourquoi on appelle mon podcast pour Secpa. Je viens de capter. Qui t'a dit ça ? Je sais plus, sur Apple Podcast, quelqu'un avait écrit nul à chier. Podcast pour Secpa. Ah, t'as les meilleurs haters du monde, en vrai, c'est trop bien. Bon, apparemment, ça lui a quand même pris 1 an à bien parler le martien. Ouais, bah oui. Voilà, mais elle y arrive. Et de ce que j'ai compris, elle incarne un martien désincarné. Enfin bref, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Le docteur Flournoy fait remarquer à Élise que le martien qu'elle parle, il a l'air très très proche du français, selon lui. Et suite à cette remarque, va savoir comment, elle invente ensuite l'ultra-martien. Beaucoup plus compliqué. Ça l'a vexée, je crois, là. Donc là, elle perd un peu en crédibilité pour moi, parce que genre, le gars, il te fait reprocher... Oui. Il te reproche que ça ressemble au français et tout de suite, je vais t'inventer l'ultra-martien. On dirait elle a 5 ans, tu vois. En 1899, le docteur sort un livre sur tout son travail d'études sur Élise, qu'il renomme d'ailleurs en Helen Smith dans le livre. C'est lui, en fait, qui lui donne ce nom-là. Ah, c'est lui qui lui donne ce nom. Okay. Oh oui, bien sûr. Bah oui, je t'ai dit, ils ne peuvent pas s'empêcher de donner des noms aux gens, renommer les noms. Ah, tu t'appelles Élise ? Non, Hélène. Et en fait, sa fille s'appelait Hélène, je crois. Donc, c'est pour ça. Il s'est dit, faut que ton nom m'appartienne. D'une manière ou d'une autre. Son livre s'appelle « Des Indes à la planète Mars. Observation sur un cas de somnambulisme avec glossolalie ». Suite à la sortie du livre, Helen Smith devient encore plus connue et elle a des fans dans le monde entier qui viennent même lui rendre visite. Waouh. En 1901, il va écrire un nouveau livre pour ajouter une couche au premier et qui s'appelle tout simplement « Nouvelles observations sur un cas de somnambulisme avec glossolalie ». Et suite à ça, Élise Muller, elle va couper les ponts avec lui parce que elle se sent incomprise. Je pense qu'elle n'a pas aimé le livre. 1 étoile. Livre pour Secpa. En fait, je pense qu'il croyait à son histoire à elle, hein. Mais je sais pas ce qu'il a écrit et elle a pas kiffé. Genre, il était un petit peu trop collant, je pense. Tu vois, elle a dû dire, oh mais arrête de raconter mes histoires. Ouais, je pense que le prof, il était un peu, il avait un petit crush, quoi. Ouais. D'ailleurs, fun fact, il y a une riche américaine, une riche héritière qui adore Élise. Elle adore son travail de médium et elle va lui dire, viens à Paris. Je vais devenir ta mécène. Et elle lui offre une rente à vie pour qu'elle abandonne tout et qu'elle se consacre entièrement à sa médiumnité, à l'écriture et à la peinture. C'est plutôt cool. T'imagines si quelqu'un te paye toute ta vie pour faire des podcasts ? Mais grave. Mais que t'es obligé d'habiter Paris, par contre. Si jamais une riche héritière écoute cet épisode, n'hésitez pas, madame, je suis disponible. Je coûte pas cher. Juste de quoi faire tourner le podcast et quelques moulures sur mon plafond. 10 000 par mois, ça me va. Waouh. Sinon, vous pouvez aussi alternativement tous rejoindre Patreon pour 2,99 € par mois. Et vous avez accès à des épisodes exclusifs. Abonnez-vous. J'aurais juste besoin de 10 000 patrons, par contre. Voilà, donc elle va un petit peu quitter le monde spirit pour se consacrer à son art par la suite. Il faut savoir qu'en fait, Élise, elle a fait plusieurs cycles dans sa médiumnité. Genre, elle a eu son cycle martien, ensuite elle a eu son cycle avec le Christ, elle a eu un cycle royal, un cycle hindou. Donc très intéressante cette femme, n'hésitez pas à faire plus de recherches. Je voulais juste vous faire le parallèle avec le manuscrit parce que j'ai trouvé ça frappant, les ressemblances. Donc c'est ma nouvelle théorie, je dis pas que... En fait, cette théorie, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que peut-être le gars de... Alors je dis que c'est un gars parce que voilà, mais ça pourrait être une femme. La personne qui a écrit le manuscrit en 1400, peut-être que c'est une personne qui, pareil, était médium parce que peut-être qu'il y avait des médiums en 1400. Il voulait le dire à personne. Parce qu'on lui aurait dit, mais ça va pas, il n'y a pas de médium, tu parles pas avec les morts, ça va pas ou quoi. Et voilà, il a écrit un petit livre pour recenser tout ce qu'il a vu dans ses transes, toutes les plantes. C'est peut-être pour ça que on dirait qu'il a dessiné toutes les plantes d'abord, puis ensuite il a écrit le texte par-dessus, peut-être. Ah ouais, ça, c'est super intéressant ta théorie, en vrai. Bah peut-être. Elle est méga intéressante.
Merci. Non, mais en vrai, oui, ça peut être ça ou ou même un livre qui, comment ça s'appelle? Qui retranscrit ses rêves, ça peut être ce genre de truc. En vrai, c'est super intéressant comme théorie, je trouve. Et c'est pour ça que en fait, peut-être que c'est pour ça que le livre, il est pas aussi travaillé qu'un livre de moine. Tu vois, il a pas mis de dorure et tout parce que c'était vraiment juste ce qui lui est passé par la tête. Enfin voilà, son petit livre perso, peut-être que c'était un journal intime, peut-être que voilà, il s'est fait plaisir, il s'est acheté un livre en peau de veau mort-né pour écrire ses... On a le droit, non? Pour écrire ses constellations Bah attends. et ce qu'on voit dans nos rêves, non? Voilà, c'est tout. Eh ben, waouh! C'était très long, hein? Ouais, mais c'est passé tout seul. Mais j'aime beaucoup ta théorie, en vrai. Ça se trouve, là, tu viens de niquer le truc, tu viens de niquer des années et des années de chercheurs qui sont penchés sur le délire. Quoique, de toute façon, oui. Avant de savoir ce que dit, enfin, pourquoi le livre a été fait, de toute façon, les gens, je pense qu'ils veulent savoir ce qu'ils racontent, tu vois. Mais ta théorie, elle est méga intéressante, en vrai. Mais en tout cas, si vous réutilisez cette théorie, vous me citez, d'accord, merci. Vous mettez mon nom. Vous renommez le manuscrit, carrément. Le manuscrit de Vanille. C'est la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire t'a plu. Moi, j'adore cette histoire. Mais j'adore oui. ce manuscrit. Je le trouve trop beau. Je le trouve stylax. Je le trouve éclatax. Je cherchais s'il y avait... tout en même temps, en fait. Je cherchais s'il y avait des reproductions, tu sais, à la vente. Il y a rien de joli, en fait. Mais il y en a souvent assez... Ouais, il y en a, ouais. Tu peux acheter ça chez Jeff Bezos, par exemple, non? Mais attends, des reproductions, mais genre imprimées sur du papier normal, pas... Oui, oui, bien sûr. Bah, après, je suppose que sur Etsy, tu peux trouver des éditions un peu stylées avec du cuir, peut-être. Enfin, c'est stylé selon le point de vue, tu vois, parce que bon, le cuir, je trouve pas ça forcément stylé de ouf. Mais il y a peut-être... Regarde, attends, je vais checker Etsy. Tu vas kiffer, il existe. Il existe dans une belle reliure en cuir, a priori, je pense. Par contre, il vaut 400 balles. Ah oui. Bah ouais, bravo pour cet épisode, GG. Merci beaucoup. Un épisode fantastique. Dites-moi si vous connaissiez le manuscrit en commentaire, si vous avez une théorie préférée, ou si vous avez peut-être une nouvelle théorie. On en manque, apparemment. N'hésitez pas à checker la description, vous y trouverez toutes mes sources et le lien vers le manuscrit pour y jeter un œil. Vraiment, faut aller regarder, faut le voir. Si jamais vous apprenez des trucs, tenez-moi au courant. Moi, il m'a toujours fasciné le manuscrit, donc je suis trop contente d'avoir enfin pu en parler aujourd'hui, et avec Kurt, notre célèbre analyste de l'occulte. Merci à toi d'être venu pour cet épisode, Kurt. C'était trop cool. Merci à toi de m'inviter à chaque fois. Pour moi, c'est un plaisir. Hein. Allez écouter le podcast de Kurt, Obscurum, qui est vraiment trop stylax, très quali. Ça parle de mystère, ça parle de true crime, mais de manière hollywoodienne. C'est pour ça qu'il met 6 mois à sortir, minimum. Il y a plein d'épisodes qui vont sortir prochainement, donc abonnez-vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ici ou sur Spotify ou peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous pouvez laisser un commentaire, faites-le. On a passé des heures à enregistrer. Et dites en commentaire aussi si je suis mieux comme ça ou comme ça. Abonnez-vous aussi à Patreon si vous avez les moyens. Un petit pourboire pour le podcast. Et vous avez accès à plus de 30 épisodes à ce jour. Exclusif où je raconte plein d'affaires, beaucoup d'affaires d'époque aussi. J'adore les affaires d'époque. Quand je dis époque, c'est 19e siècle, 18e siècle. Donc n'hésitez pas. Oui. Sur ce, Kurt, t'es prêt? Je suis prêt. On vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy.